Notre invité aujourd'hui, c'est M. Marouane Assel, qui est un interne à l'Université Toulouse 3. Donc, ses intérêts de recherche sont principalement la théorie spectrale, la théorie de diffusion, l'analyse microlocale, ainsi que la dynamique quantique. Donc, merci beaucoup encore une fois, Marouane, d'avoir accepté notre invitation. Et je te laisse la parole afin de présenter ton travail intitulé Eigenvalue Splitting of Polynomial Order for a System of Schrödinger Operators with Energy Level Crossing. C'est à toi. Merci beaucoup, Ebtissem. Je remercie beaucoup les organisateurs pour cette opportunité de présenter mes travaux dans votre séminaire. C'est un plaisir pour moi, surtout Ebtissem. Ebtissem, elle m'a dit que c'est petit, donc je vais devoir faire un zoom sur mes slides et du coup, on va pas pouvoir voir le slide en entier. Je vais essayer. Donc, vous me dites si c'est pas clair ou si je dois faire quelque chose. Ok, donc le travail que je vais présenter aujourd'hui concerne le splitting des valeurs propres. Donc, splitting en français, normalement, c'est éclatement des valeurs propres d'ordre polynomial pour des systèmes d'opérateurs de Schrödinger avec des croisements des niveaux d'énergie. C'est un travail en collaboration avec Setsuro Fujie. Et la grande partie de ce travail a été fait pendant mon postdoc, quand j'étais en postdoc au Chili, à la Pontificia Universidad Católica. Ok, donc le plan de mon exposé est le suivant. Donc, tout d'abord, je vais présenter le problème et introduire quelques objets dont j'ai besoin pour les énoncer des résultats. Ensuite, je vais énoncer les résultats, les hypothèses et les résultats. Et dans la troisième partie, je vais donner un bref rappel sur la littérature, sur les résultats qui existent, qui ont une relation avec nos résultats. Et finalement, je vais présenter la méthode qu'on utilise et les idées principales de la preuve. Ok, donc, l'énoncé du problème est le suivant. Le problème, il est assez facile à introduire, hein, donc on n'a pas besoin d'introduire beaucoup d'objets compliqués. Donc, on étudie un problème aux valeurs propres, donc PU égale à EU, pour un opérateur de Schrödinger matriciel de taille 2. Donc, P est un opérateur matriciel de 2, où ici, H est un petit paramètre, appelé le paramètre semi-classique. Donc, dans toute la suite, ce qu'on va faire, c'est une analyse asymptotique du spectre de l'opérateur P quand le paramètre H tend vers 0. Donc, ceci s'appelle la limite semi-classique. Semi-classique parce qu'elle va nous permettre, comme on va le voir, de faire la correspondance entre les objets quantiques de l'opérateur, qui sont par exemple les valeurs propres dans notre cas, et les objets classiques correspondants, les trajectoires fermées, et ainsi de suite. Donc, notre opérateur P, sur la diagonale, on a P1 et P2. Donc, chaque PJ est un opérateur de Schrödinger scalaire. Moi, H carré, la dérivée seconde par rapport à X plus VJ, où VJ est un potentiel réel sur la ligne réelle. Et sur les termes hors diagonaux, c'est HW, HW star. W star, c'est l'adjoint de W dans L2. Et où W est un opérateur différentiel semi-classique d'ordre 1, qui va jouer un rôle de l'interaction dans notre cas. Donc, naturellement, quand on fait l'analyse spectrale des opérateurs matriciels de ce type, l'une des difficultés principales par rapport au cas scalaire, par rapport à l'analyse spectrale d'un opérateur scalaire, vient du problème de croisement de mode, ce qu'on appelle le croisement de mode, c'est-à-dire quand les deux potentiels V1 et V2 se croisent. Donc, on l'appelle croisement des niveaux d'énergie aussi. Donc, la situation qu'on va étudier aujourd'hui est la suivante. Ça, c'est notre modèle. Qu'on a un potentiel V1, un potentiel V2. On va supposer que en 0, chaque potentiel a un puits simple. Donc, c'est alpha 1, bêta 1 pour V1, alpha 2, bêta 2 pour V2. Donc, un puits, je veux dire que le potentiel, il est au-dessous de 0 sur alpha 1, bêta 1, et il est plus grand que 0 sur le complémentaire. Et pareil pour V2. Et on suppose du plus qu'on a un croisement des valeurs propres. C'est-à-dire que les deux potentiels, donc ici, par exemple, V1 de 0 égale à V2 de 0. Et donc, le niveau d'énergie V1 de 0, V2 de 0, s'appelle le niveau du croisement. Et on va voir que ce croisement des potentiels va induire des difficultés au niveau de la dynamique classique sous-jacente associée à l'opérateur P, qui, en général, ce problème n'existe pas dans le cas scalaire. Ok, donc, avant d'introduire les hypothèses précises sur notre modèle, sur V1 et V2, je vais juste parler un peu de la motivation physique derrière ce problème. Donc, ce type d'opérateur, en général, apparaît en chimie quantique
plus précisément, quand on étudie la dynamique moléculaire, on a un résultat en chimie quantique connu sous le nom de l'approximation de Born-Oppenheimer, qui réduit l'étude de la Hamiltonienne moléculaire, qui décrit l'évolution en temps des systèmes moléculaires. Il réduit l'étude à un système pseudo-différentiel de taille n. Donc ici, P sur la diagonale, on a des opérateurs de Schrödinger, semi-classiques, et plus un terme, donc H, un opérateur pseudo-différentiel de taille n d'ordre plus petit que 1. Donc ici, on est dans une situation plus ou moins simple, on est en dimension 1. Hein. Donc ça, c'est juste un peu général sur la motivation, où n ici, c'est le nombre de niveaux électroniques, c'est-à-dire chaque potentiel V correspond à un niveau d'énergie électronique, et le paramètre H, c'est la racine carrée entre la masse des électrons sur la masse nucléaire. Okay. Ici, quelques travaux sur le traitement mathématique de l'approximation de Born-Oppenheimer, où elle a été justifiée rigoureusement. Okay, donc maintenant, juste je vais donner les hypothèses qui vont décrire notre modèle, c'est-à-dire qu'il faut mettre en tête le dessin. Donc juste, je vais mettre les hypothèses pour avoir cette situation, qui décrivent cette situation. Donc, on va supposer que chaque potentiel, V1 et V2, sont réguliers. Ici, j'ai oublié de préciser que donc, dans toute la suite smooth, c'est C infini. Hein. On est dans un cadre C infini. Donc, V1 et V2 sont C infini sur R à valeur réelle. Ils admettent des limites en plus et moins à l'infini, positifs. Et on a une hypothèse technique sur le comportement à l'infini. Je vais commenter cette hypothèse après dans les idées de preuve. Et on suppose que chaque potentiel admet un puits simple en 0, qu'on peut écrire sous la forme suivante. C'est-à-dire que V1 est négatif sur alpha 1, bêta 1 et positif sur le complémentaire. Et la dérivée en alpha 1 est négatif, la dérivée en bêta 1 est positif. Et on suppose que V1 et V2 donc, se croisent en un point sur R. Donc ici, pour simplifier, 0. V1 de 0 égale V2 de 0 égale à EC. Donc on va appeler EC le niveau du croisement. Et pour l'interaction, donc comme j'ai dit, c'est un opérateur différentiel d'ordre 1 à coefficient à valeur réelle, c'est infini, et borné ainsi que toutes leurs dérivées. Donc sous ces hypothèses, notre opérateur P est auto-adjoint sur L2 et son spectre est discret, près de 0, parce que le symbole est confinant. C'est-à-dire que dans l'espace des phases, l'ensemble des x tel que le symbole est près de 0 est un compact, donc le spectre est discret. Et notre objectif est d'étudier la distribution asymptotique des valeurs propres de l'opérateur P près de 0 quand H tend vers 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est une analyse asymptotique du spectre dans la limite semi-classique H tend vers 0 près de 0. Ok, donc, naturellement, en l'absence de l'interaction, quand W égale 0, notre opérateur P est un opérateur diagonal. On n'a que P1, P2 sur la diagonale. Et dans ce cas, le spectre de P près de 0, c'est juste la réunion des spectres de P1 et P2. Qu'on n'a rien à étudier. Et ce qu'on attend maintenant sous l'effet de l'interaction, puisque les interactions sont petites d'ordre H, HW et HW star, donc on s'attend à ce que les valeurs propres de P soient approximées, quand H tend vers 0, par la réunion des valeurs propres des opérateurs scalaires P1 et P2. Donc cette approximation, elle dépend de la position du niveau d'énergie par rapport à 0. Donc ceci va jouer un rôle très important. Donc on a 3 cas, donc on a 3 situations. Donc ici, à gauche les potentiels, à droite les ensembles caractéristiques. Donc juste je vais dire un mot sur l'ensemble caractéristique. Donc ici, PJ de x, c'est le symbole de l'opérateur scalaire moins h carré d carré par rapport à x plus Vj de x. Donc son symbole comme opérateur pseudo-différentiel, c'est xi carré plus Vj. Et l'ensemble caractéristique correspondant, c'est juste l'ensemble des x xi dans l'espace des phases, ici R2, puisqu'on est en dimension 1, tel que Pj de x xi égale 0. Okay, donc, on a P1 moins 1 de 0 et P2 moins 1 de 0. C'est les deux courbes caractéristiques associées à P1 et P2. Et sous l'hypothèse que le potentiel V1 ou V2 a un puits simple, donc sa courbe caractéristique, c'est une courbe fermée, c'est infini, dans R2, qui est symétrique par rapport à l'axe des X. Donc la première situation, c'est quand le niveau d'énergie EC, la situation rouge, est au-dessous de 0. Donc dans ce cas, les deux courbes caractéristiques s'intersectent transversalement en 2 points.
dans l'espace des phases. Donc, on a un croisement transversal. Donc, la deuxième situation, c'est quand le niveau d'énergie, il coïncide avec 0. Donc, ça, c'est une situation dégénérée où les deux courbes caractéristiques ont un point de croisement tangentiel dans l'espace des phases. Et le troisième cas, c'est quand le niveau d'énergie est au-dessus de 0. Donc, dans ce cas, on n'a pas de croisement dans l'espace des phases. Donc, dans notre cas, on s'intéresse à l'étude des deux premiers cas, le cas rouge et le cas bleu. C'est-à-dire qu'on va étudier l'effet du croisement dans l'espace des phases sur la distribution des valeurs propres de l'opérateur P. Et ensuite, je vais commenter à la fin le cas vert, qu'on n'a pas étudié, mais je vais commenter, qui est assez similaire à un cas très connu, dans le cas scalaire. Okay. Donc, avant d'introduire les résultats, donc je vais juste dire un mot sur un résultat bien connu pour les opérateurs scalaires en dimension 1, avec un puits simple. Donc, pour l'opérateur PJ, avec potentiel VJ, admettons un puits simple en 0, la condition de quantification de Bohr-Sommerfeld nous dit que les valeurs propres de PJ près de 0 sont approximées, quand h tend vers 0, par les racines de l'équation cosinus AJ sur H égale 0, où AJ, c'est l'action le long de la trajectoire caractéristique associée. C'est-à-dire, ici AJ, c'est l'intégrale de alpha J à bêta J de la racine de E moins VJ de T dt. Donc ce n'est rien d'autre que l'aire, donc AJ de E, c'est l'aire de la surface bornée par PJ moins 1 de 0. C'est la moitié de l'aire. Ici, j'ai divisé par 2 pour ne pas mettre 2 dans l'équation. Donc AJ de E, c'est la moitié de l'aire de la surface bornée par PJ moins 1 de 0. Et donc, ici, c'est un résultat qui est assez classique dans le sens où il nous permet de faire la correspondance entre les valeurs propres de l'opérateur, PJ, qui sont des objets quantiques, et l'action le long de la trajectoire caractéristique, qui est un objet classique. Okay. Donc ici, alpha J, bêta J sont les points tournants. C'est-à-dire qu'en fait, cette situation, pour les trois courbes, c'est stable quand E varie près de 0. Si on fait varier E près de 0, donc PJ moins 1 de E, P1 moins 1 de E et P2 moins 1 de E, pour E près de 0 aussi, ils ont la même structure microlocale dans l'espace des phases. Ok, donc on va introduire les points, nos points de référence, qu'on va appeler les points de Bohr-Sommerfeld. Donc on va appeler BSH de epsilon, pour epsilon assez petit. Donc je rappelle qu'on étudie le spectre près de 0. Donc c'est les énergies E qui sont solutions de l'équation de Bohr-Sommerfeld. C'est-à-dire que ce sont des points qui approximent bien les valeurs propres de chaque opérateur scalaire. Okay. Et on peut facilement voir, donc, si on a cosinus AJ sur H égale 0, donc les solutions de cette équation, donc la distance entre deux solutions successives, deux racines successives, est de l'ordre de H. OK? OK, donc on va commencer maintenant par le cas tangentiel, donc le cas bleu. Donc dans ce cas, comme j'ai dit, on va supposer, donc on va plutôt mettre les hypothèses sur les ensembles caractéristiques plutôt que sur les potentiels. Donc on suppose que P1 moins 1 de 0 et P2 moins 1 de 0 s'intersectent tangentiellement en un point dans l'espace des phases. Ici, c'est 0, 0. Et ceci, au niveau des potentiels, c'est équivalent à dire que les deux potentiels ont un croisement transversal en 0 et avec le niveau du croisement coïncide avec 0. Okay, donc c'est le cas bleu. Donc dans ce cas, on a donné une description précise du spectre de l'opérateur P dans l'intervalle. Donc ici, on va étudier la distribution des valeurs propres dans un intervalle autour de 0 de taille h2 tiers. Donc notre résultat est le suivant. Donc petit 1, c'est une condition de quantification du type Bohr-Sommerfeld pour les valeurs propres de P. Donc E est une valeur propre de P si et seulement si cosinus de A1 sur H, cosinus de A2 sur H égale à O de H2 tiers. Ici, le O de H2 tiers, juste pour simplifier l'énoncé du résultat. Donc ici, c'est une fonction qui dépend de E et de H, qui est de l'ordre H2 tiers. Mais on doit la voir comme une fonction. Okay. Donc ici, c'est une condition de quantification dans le sens où donc cosinus toujours entre moins 1 et 1. Donc pour que ça, cosinus A1 sur H, cosinus A2 sur H égale à O de H2 tiers, ça veut dire qu'au moins l'un des deux est petit.
Donc, au moins, donc le spectre il va être localisé près des points de référence, près des points de Bohr-Sommerfeld. Donc, une conséquence directe de cette condition de quantification est que les valeurs propres E de P sont localisées près des points de Bohr-Sommerfeld, c'est-à-dire que sont à une distance h4 tiers des points de Bohr-Sommerfeld. OK? Donc maintenant, quand les deux actions A1 et A2 associées à chaque puits coïncident, alors les valeurs propres de P sortent par paire, c'est-à-dire que P admet exactement deux valeurs propres dans chaque voisinage de taille h4 tiers de chaque point de Bohr-Sommerfeld. De plus, on a calculé explicitement le terme principal de la distance entre E plus et E moins. C'est ça ce qu'on appelle le splitting. Donc le splitting, c'est-à-dire que, en fait, donc ici, les solutions de l'équation BS, ce sont les points qui approximent les valeurs propres de chaque opérateur scalaire, P1 et P2. Donc naturellement, quand A1 égale A2, les solutions de cosinus A1 sur H et cosinus A2 sur H égale 0 coïncident, sont les mêmes. Donc dans ce cas, on s'attend à ce qu'il y aura un splitting des valeurs propres, un éclatement des valeurs propres du système à gauche et à droite de chaque point de Bohr-Sommerfeld. Donc ça, c'est le splitting. Donc le splitting, il est d'ordre H4 tiers, c'est polynomial en H. Et le terme principal, il est donné par donc 2 R0 de 0, mu A de H moins 2 tiers E, où mu A, c'est une fonction, c'est compliqué, mais en fait, c'est une fonction d'Airy. C'est parce que c'est le cas général, mais quand V1 égale moins V2, c'est-à-dire quand les deux potentiels sont symétriques, on peut l'écrire sous la forme d'une seule fonction d'Airy. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que le terme principal du splitting est gouverné par une fonction d'Airy. Pourquoi? Parce que l'énergie du croisement, dans ce cas, est critique dans le sens où si on bouge EC un peu en haut, on aura un croisement transversal dans l'espace des phases. Ici, on bouge au-dessous de 0 un peu, donc on aura deux courbes disjointes. Et donc la fonction d'Airy, elle va décrire la transition entre le cas d'un croisement transversal et le cas sans croisement dans l'espace des phases. OK? Donc bien sûr ici, la situation que A1 égale A2, que les deux actions intégrales coïncident, et par exemple est valide quand les deux potentiels sont symétriques, quand V1 et V2 sont symétriques, ou quand l'un est une translation de l'autre. OK? Donc ici, peut-être pour mieux comprendre, donc ici, une illustration graphique du splitting. Donc les étoiles noires, ce sont les points de Bohr-Sommerfeld, ce sont les zéros de cosinus A sur H, et ils sont espacés par un O de H, donc la distance entre deux points de Bohr-Sommerfeld successifs, c'est un O de H. Et les points en orangé ici, donc à gauche et à droite de chaque point de Bohr-Sommerfeld, on a une valeur propre du système P. Et la distance entre E1 plus et E1 moins est, donc ici, normalement, le dernier, pour E1, celui qui est à gauche, normalement, c'est E1 moins, et celui qui est à droite, c'est E1 plus. J'ai inversé les plus et les moins. Et donc, la distance, c'est entre EJ plus et EJ moins, elle est de l'ordre de H4 tiers, et on a donné le terme principal, comme je viens de dire, du splitting. Okay, donc ça, c'est la situation dans le cas tangentiel. Donc maintenant, dans le cas transversal, ou au-dessus du croisement, c'est-à-dire que quand on étudie la distribution des valeurs propres au-dessus du croisement, c'est-à-dire que le niveau du croisement, il est au-dessous de 0. Donc on suppose que les deux courbes caractéristiques se croisent transversalement en deux points dans l'espace des phases. Ici, les deux points, c'est 0 plus ou moins racine de valeur absolue de EC. Et comme je viens de dire, en fait, cette situation, elle est stable par une petite perturbation de E. C'est-à-dire que si E est assez proche de 0, aussi P1 moins 1 de E et P2 moins 1 de E se croisent transversalement en deux points. Okay? Donc cette situation, au niveau des potentiels, elle est équivalente à dire que les deux potentiels se croisent en 0 avec le niveau du croisement au-dessous de 0. Mais ici, en fait, juste ici, désolé, j'ai juste mis un seul cas, mais ici, on ne demande pas que les dérivés en 0 de V1 et V2 soient de même signe. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cas. C'est-à-dire que les deux potentiels, ils doivent avoir la même dérivée en 0. Hein, la même sens de la dérivée en 0. Okay? Donc, dans ce cas, on a aussi
donner une description précise du spectre de P près de 0 dans un intervalle de taille constante, petite, donc taille epsilon, près de 0. Donc dans ce cas, on a besoin d'une autre hypothèse. On a besoin de supposer de plus que l'interaction W est elliptique au point de croisement dans l'espace des phases. Et microlocalement elliptique, c'est-à-dire que W de ρ plus moins de 0, c'est les points de croisement dans l'espace des phases. On a besoin de supposer que W de ρ plus moins de 0 est différent de 0. Cette hypothèse, en fait, elle est plus technique qu'autre chose, mais je vais peut-être commenter ça après aussi, mais normalement, le résultat reste vrai sans cette hypothèse. De toute façon, on va voir dans le splitting que ça n'a pas de sens. Notre résultat, il n'a pas beaucoup d'importance dans le cas où l'interaction, elle est nulle au point de croisement. Donc, le premier point, on a une condition de quantification pour les valeurs propres, de type Bohr-Sommerfeld, c'est-à-dire que E est une valeur propre de P si et seulement si cosinus A1 sur H, cosinus A2 sur H, c'est un O de H. Et donc, ceci nous donne une localisation des valeurs propres. Donc, les valeurs propres du système sont localisées dans des voisinages de taille H3,5 des points de Bohr-Sommerfeld. Et pareil, quand les deux actions intégrales coïncident, on a un splitting des valeurs propres de P, c'est-à-dire que P admet exactement deux valeurs propres dans chaque voisinage de taille H3,5 de chaque point de Bohr-Sommerfeld. Et de plus, le coefficient du splitting, ici D transversal, il est donné par donc, la quantité suivante. Donc, ce qu'on peut voir ici, quelque chose de très important, c'est que donc, ici, on a la valeur de l'interaction au point de croisement. Donc, comme je viens de dire, c'est non nul. Hein. Si W de ρ plus de E égale 0, donc notre résultat va juste dire que le splitting il est d'ordre H7 sur 4. Hein. Le terme principal est nul. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Et ici, on a B de E. B de E, c'est l'action définie par donc, la somme de ces deux intégrales, qui est juste la moitié de l'aire de la surface bornée par l'intersection de P1-1 et P2-1. C'est la surface grise. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le coefficient principal du splitting des valeurs propres, il reflète bien la géométrie du croisement. Que le splitting, il est gouverné par l'aire de la surface grise, ici. OK. Donc, pareil, donc on a ici, on peut voir plus clairement le splitting. Donc, ici, les points noirs, les étoiles noires, c'est les points de Bohr-Sommerfeld. Et à gauche et à droite de chaque point de Bohr-Sommerfeld, le système admet une seule valeur propre, de multiplicité 1, hein, bien sûr, qui sont de distance H3,5. Distance entre EJ- et EJ+. OK? Est-ce que c'est bon ou s'il y a des questions, vous pouvez bien sûr m'interrompre. Hein. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? C'est bon, Marouane, tu peux continuer. Ok, super. Ok, donc maintenant je vais juste rappeler, je vais donner un commentaire sur le cas vert, donc le cas où les deux, on n'a pas de croisement dans l'espace des phases. En fait, ce cas, il a la même structure microlocale que le cas bien connu d'un potentiel qui a un double puits, un potentiel scalaire. C'est-à-dire qu'ici, si on considère l'opérateur de Schrödinger semi-classique scalaire sur L2 de R, avec un potentiel V qui a un double puits en 0, alpha 1, bêta 1 et alpha 2, bêta 2, donc dans l'espace des phases, on a la même structure. Okay, et donc dans ce cas, ce cas il a été étudié depuis longtemps, donc on sait que le spectre de P, près de 0, est exponentiellement proche de la réunion du spectre de P restreint à chaque puits. Et, donc exponentiellement proche, elle est mesurée par une certaine distance qui est appelée la distance d'Agmon. La distance d'Agmon, donc ça c'est l'effet tunnel. Hein. La distance d'Agmon, c'est S de E, c'est l'intégrale de bêta 1 à alpha 2 de la racine de V moins E. Donc ce résultat est dû à Elfer et Jostran, 84. Il est bien sûr valide en dimension quelconque et pour un nombre de puits fini. Hein. Donc on n'est pas obligé d'avoir deux puits. Donc pour un puits multiple. Donc maintenant, quand le potentiel est symétrique, c'est-à-dire quand les deux puits sont symétriques, alors donc on a un splitting des valeurs propres, donc qui va décrire l'effet tunnel. Et donc, c'est un résultat de Girard-Grigis, donc qui dit que les valeurs propres de P, dans ce cas près de 0,
ils vont sortir par paire, E plus E moins. Donc, près de chaque point de Bohr-Sommerfeld, on a deux valeurs propres qui sont exponentiellement proches. Et le terme principal, il est donné par exponentielle moins la distance d'Agmon entre les deux puits divisé par H. OK? Donc ça, c'est le cas scalaire à double puits. Donc, bien sûr, quand on dit que notre cas vert, il a la même structure micro-locale que ce cas, bien sûr, parce que nous, c'est un cas différent, on a aussi une interaction. Ça serait intéressant d'étudier aussi ce cas. De toute façon, nous, on s'est intéressé juste au cas où on a un croisement dans l'espace des phases pour comprendre l'effet du croisement sur le spectre de l'opérateur P. Et pour les travaux maintenant concernant des systèmes, donc il y a des travaux pour des problèmes aux valeurs propres. Il y a un travail de Peterson, 97, donc, qui a étudié le splitting des valeurs propres, mais au fond du puits. C'est-à-dire que le niveau du croisement, il est au fond du puits. Donc, dans ce cas, il a montré que le splitting est exponentiellement petit. Il est donné par l'effet tunnel entre les deux puits. Okay. Donc, il y a aussi un travail récent, 2006, de Krivko et Kucherenko, donc, qui ont étudié la distribution des valeurs propres pour une matrice à double puits en dimension 1. Donc, c'est un problème de Storm-Liouville. Mais dans ce cas, ils n'ont pas étudié le splitting. Ils ont supposé que les points de Bohr-Sommerfeld sont séparés. C'est-à-dire qu'ils supposent que les deux actions intégrales associées à chaque puits ne peuvent pas être égales. Et il y a plusieurs travaux sur des problèmes de scattering, donc surtout sur la largeur des résonances pour des systèmes qui ont la même forme que le nôtre. Donc ici, il y a des travaux de Nakamura, Baklouti, Grigis, Martinez, Fujii, Martinez, Watanabe, Ashida, Iguchi, et récemment avec Fujii et Martinez. Donc ici, par exemple, c'est le cas étudié par Fujii et Martinez, Watanabe. Donc ils ont étudié le cas où le potentiel V1 admet un puits et le potentiel V2 est non captive. Donc dans ce cas, le potentiel V1, on peut penser à une matrice diagonale. Hein. Donc pour l'opérateur V1, il va avoir des valeurs propres. Et pour l'opérateur P2, donc V2 est non captif, donc son spectre est continu. Donc l'opérateur matriciel, il va avoir des valeurs propres plongées. Et sous l'effet de l'interaction, on s'attend à ce que ces valeurs propres plongées deviennent des résonances. Bon. Peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de résonance, on peut les voir comme des valeurs propres généralisées. Comme, par exemple, on peut les voir comme les pôles de l'extension méromorphe de la résolvante. La résolvante de l'opérateur, elle admet une extension méromorphe à travers l'axe réel, et ces pôles sont les résonances quantiques. OK? Donc, et ici, c'est un modèle qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est un modèle en cours qu'on est en train d'étudier avec Setsuro et Kenta. Donc, c'est un modèle où le potentiel V1 admet un puits, le potentiel V2, il est non captive, et on étudie la distribution des valeurs propres près du niveau du croisement, dans un cas dégénéré. Donc, dans l'espace des phases, on a cette situation, et donc on a une trajectoire fermée pour l'opérateur P2 et une situation non captive pour V2. Okay, donc, ici, on s'intéresse à la largeur des résonances. Donc, la largeur des résonances, ça veut dire estimer la partie imaginaire des résonances. Ce sont des nombres complexes. Hein. Donc, c'est estimer la partie imaginaire des résonances en fonction du paramètre H. Donc, dans ce cas, on s'intéresse surtout à la transition. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé avant, si je bouge un peu ma ligne ici verte ou jaune, donc, il y aura un croisement transversal dans l'espace des phases. Ici, je bouge en bas, donc il n'y aura pas de croisement. Donc, on s'intéresse à la transition entre le croisement transversal et le cas sans croisement. Donc, ce modèle, il nous a été proposé par Jostran récemment. Okay. Donc, pour maintenant les idées de preuve, donc notre méthode est basée essentiellement sur deux techniques, sur deux parties. Donc, la première partie, c'est une partie que moi je dirais, c'est juste des équations différentielles ordinaires. Donc, on construit des solutions du système, donc de PU égale EU. Donc, on va construire cela par itération en utilisant des solutions fondamentales des opérateurs scalaires, P1 et P2. Donc,
qu'on va construire deux solutions sur L2 de R- et deux solutions sur L2 de R+. Et comme l'espace des solutions qui sont sur L2 de R- est de dimension 2, et l'espace des solutions qui sont sur L2 de R+ est de dimension 2, alors E est une valeur propre si et seulement si les quatre solutions sont linéairement dépendantes. C'est-à-dire que si et seulement si le Wronskien W égale à 0. Donc on calcule le Wronskien au point de croisement. Bien sûr, je rappelle que le Wronskien, il ne dépend pas de X. Et donc le comportement du Wronskien, il dépend du comportement des solutions des équations scalaires, P1 et P2. Dans le cas tangentiel, ou au-dessus du croisement, des estimations sur les premiers termes de nos solutions, donc nos solutions sont définies par des séries convergentes. Donc des estimations sur le premier terme sont suffisantes pour avoir la bonne condition de quantification de Bohr-Sommerfeld. Par contre, dans le cas transversal, des estimations sont plus compliquées dans ce cas, et si on estime les premiers termes du Wronskien, on obtient une condition de quantification grossière, qui va juste nous prouver l'existence des valeurs propres avec une estimation grossière sur leur localisation. Donc, pour améliorer la condition de quantification dans ce cas, dans le cas transversal, on utilise une approche purement microlocale, que je vais expliquer maintenant. Donc ici, juste pourquoi le cas transversal est différent du cas tangentiel, parce que dans le cas transversal, si, comme on voit dans la figure, on a une région alpha 2, bêta 1, où les deux potentiels, V1 et V2, sont au-dessous de 0. Et donc, dans cette région, les solutions des équations scalaires sont très oscillantes. Et ceci va induire donc, des problèmes de convergence dans nos solutions. C'est-à-dire que la convergence va, les solutions, donc la série, elle va converger lentement, et donc on aura besoin de calculer beaucoup plus de termes pour avoir une bonne approximation des valeurs propres. Donc pour cela, on utilise l'approche microlocale dans le cas transversal. Okay, donc l'approche microlocale, ici je vais juste rappeler quelques terminologies, mais pour ceux qui ne sont pas familiers, bien sûr, c'est pas très très important. C'est juste, il faut comprendre microlocal, ça veut dire qu'on étudie les solutions dans l'espace des phases. Donc on dit que U est microlocalement nul, on a un point x0, xi0 dans l'espace des phases, si, quand on localise en x, avec une fonction phi, et quand on localise en psi, la solution, elle est d'ordre h infini, c'est-à-dire qu'elle est d'ordre O de hn pour tout n, c'est-à-dire qu'elle est négligeable en h. Okay, donc ici, Fourier, c'est fh, c'est la transformée de Fourier semi-classique. Juste on divise par h. Et on dit que U est une solution microlocale du système si P moins EU est microlocalement nul dans oméga, quand on prend oméga un ouvert de R2. Donc, l'idée de l'approche microlocale, c'est d'étudier les solutions microlocales du système sur l'ensemble caractéristique. P1-1 de E, union P2-1 de E. De toute façon, on a un théorème, donc le théorème de propagation de singularité de Hormonder, il nous dit que les solutions microlocales du système, elles sont supportées sur l'ensemble caractéristique. Elles sont microlocalement nulles en dehors de l'ensemble caractéristique. Donc, il suffit de les étudier sur P1-1 de E, union P2-1 de E. Donc, cet ensemble, maintenant, il est divisé par deux points de croisement, ρ moins de E et ρ plus de E, et quatre points de tournant, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, en 8 courbes. Gamma JS plus moins. Je suis désolé pour les notations. Mais alors, gamma JS plus moins, alors juste, la règle ici de la notation, c'est que quand c'est 1, ça concerne le puits 1, quand c'est 2, ça concerne le puits 2, quand c'est L, c'est à gauche de l'axe des ordonnées, R, c'est à droite, et plus, c'est au-dessus de l'axe des abscisses, et moins, c'est au-dessous de l'axe des abscisses. Okay, donc, on a 8 courbes en tout, gamma JS plus moins, et ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va construire une base de solutions sur chaque courbe. C'est que sur chacune des 8 courbes, l'espace des solutions microlocales est de dimension 1, et on construit une base. Donc, cette base,
on l'a construit en utilisant la méthode WKB. Donc, on construit des solutions WKB du système sur chacune des 8 courbes. Bien sûr, ces solutions ne sont pas définies au point de croisement et au point tournant. Et donc, si U est une solution microlocale de notre système, donc sur chacune des courbes, U, elle est égale à une constante fois l'élément de la base. Donc, U égale TJS plus moins, FJS plus moins sur chacune des courbes. Donc, l'idée maintenant, c'est de connecter les données microlocales. C'est-à-dire que si je connais le coefficient de U sur la courbe gamma de R-, si je connais le coefficient de la fonction de la solution sur la courbe gamma 1L-, est-ce que je peux connaître les autres coefficients? Est-ce que je peux faire un tour? Donc ici, on a à calculer donc 6 quantités. Donc, au point de croisement, il existe une matrice M qui va connecter les données microlocales. Par exemple, M- va connecter les données microlocales sur gamma 1L-, gamma 2R- et gamma 2L-, gamma 1R-. Donc, pareil pour M+, donc elle va connecter les données microlocales sur, donc quand on traverse le point du croisement ρ+, et au point tournant, donc, on a 4 nombres complexes, que j'ai appelés ici tau JS, qui vont connecter les données microlocales sur gamma 1L-, par exemple pour tau 1L, gamma 1L- et gamma 1L+. Okay, donc on a donc à calculer ces 6 quantités. Donc pour l'instant, on va supposer qu'on a calculé M+, M- et tau 1, tau JS qui vont nous connecter, qui vont nous donner les formules de connexion au niveau des points tournants. Donc on va supposer qu'on a fait le calcul juste ici. Donc je vous montre comment on obtient la condition de quantification. Donc, on prend une valeur propre du système et on prend une fonction propre correspondante. Donc, bien sûr, l'espace des solutions, j'ai dit sur chacune des 8 courbes, gamma JS plus moins, est de dimension 1. Donc sur chacune des 8 courbes, U, elle est égale à une constante fois l'élément de la base. Donc si par exemple je prends T1L+, et T2R+, donc T1L+, et T2R+, ce sont les données en haut, sur les deux courbes qui sont en haut, à gauche et à droite de ρ+. Donc ce coefficient-là, je peux l'exprimer en fonction du coefficient qui est en bas, T1L-, T2R-, ici, qui sont à gauche et à droite de ρ-, on peut l'exprimer de deux façons différentes. La première, c'est de passer par les points tournants à gauche et à droite. C'est de passer à gauche par alpha 1 et à droite par bêta 2. C'est-à-dire que je passe par T1, tau 1L et tau 2R. Et là, je peux les connecter. Et la deuxième méthode, donc la deuxième façon de les connecter, c'est de maintenant passer par. Donc, je monte à travers le point de croisement ρ-. Ensuite, je passe par les deux points tournants bêta 1 et alpha 2. Et ensuite, donc je monte à travers le point du croisement ρ+. Donc là, je connecte T1L-, T2R- avec T1L+, T2R+. OK ? Et donc maintenant, si je combine les deux méthodes de connexion, qu'on obtient que ceci est possible si et seulement si le déterminant de I2 moins une certaine matrice, lambda, qui dépend de TJS et de M plus et M moins, égale à 0. Et donc ceci est la condition de quantification. Si je calcule ce déterminant, on obtient la bonne condition de quantification pour les valeurs propres du système P. Donc bien sûr, maintenant, tout le travail, c'est de calculer les matrices de transfert, M plus moins, et les formules de connexion aux points tournants. Donc pour les points tournants, donc ici, les formules de tau JS, ici juste en fait, ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, tau JS, c'est I fois exponentielle une certaine I, une quantité sur H, plus un reste, ou ici les S1L, S2L, S1R et S2R, c'est juste en fait les surfaces. Alors, si je reviens ici, c'est mieux. Non, c'est ici, pardon. Voilà, en fait, c'est-à-dire que si je veux calculer le coefficient qui va me connecter tau 1L- et tau 1L+, ceci va être dominé par la surface de l'aire de la surface bornée par de alpha 1E jusqu'à 0. Okay ?
Et pareil pour les autres. Hein. Donc, l'aire de la surface correspondante, disons. Donc, ceci est bien connu hein, pour les points tournants. Donc, on utilise une réduction de notre problème à un problème scalaire en utilisant le fait que quand je suis sur gamma 1, quand je suis sur la courbe de l'opérateur P1, l'opérateur P2 est elliptique. Et donc, le système, il peut donc se réduire à une équation scalaire. Ensuite, on utilise l'idée de Maslow, c'est de chercher une solution comme la transformée de Fourier d'une fonction WKB. Et enfin, on fait une analyse asymptotique en utilisant le théorème de la phase stationnaire. Donc maintenant, pour les points, au niveau des points de croisement, ρ plus et ρ moins, pour les matrices de transfert. Donc ici, c'est le résultat. Donc le résultat qu'on a prouvé avec cette sur ρ, dans ce cas, il n'est pas pour Schrödinger. Hein. Donc ici, on a calculé la matrice de transfert pour un opérateur pseudo-différentiel général, hein, qui n'est même pas auto-adjoint. On n'a même pas besoin qu'il soit auto-adjoint. Juste une matrice 2-2. Sur la diagonale, on a deux opérateurs pseudo-différentiels. Sur les termes hors diagonaux, c'est H fois un opérateur pseudo-différentiel aussi. Donc ici, ce qui est juste important à noter, c'est que ça dépend donc le terme principal, taux 0, il est dominé par, bien sûr, le niveau du croisement EC, mais aussi par l'interaction au point 0, R0 de 0 et R1 de 0. Okay. Donc, comment on prouve ce résultat? Donc, on réduit notre système à un problème scalaire. Donc, maintenant, en utilisant l'ellipticité de l'interaction. Donc, rappelez-vous que dans ce cas, on a supposé que l'interaction est elliptique au point de croisement. Donc, micro-localement, près de chaque point de croisement, le système est réduit à l'équation scalaire suivante. Donc, c'est un opérateur L, U1 égale 0. L'opérateur L ici, son symbole principal, c'est juste le produit de xi carré V1 plus V1, xi carré plus V2. C'est le produit des symboles principaux de P1 et P2. Et en fait, les points de croisement, ρ plus moins et ρ plus de 0 et ρ moins de 0, ce sont des points sel pour le symbole principal. C'est-à-dire que c'est un point fixe hyperbolique dans l'espace des phases. Donc, ici, on utilise une forme normale de Jostrand. Donc, c'est de Elfer-Jostrand dans le cas analytique, mais Jostrand dans le cas C infini. Donc, qui va réduire l'étude de l'opérateur L à l'étude de l'opérateur de symbole X, Xi, près de 0, 0. Okay. Et enfin, on finit avec une analyse asymptotique en utilisant l'espace des phases. Donc, juste ici, une toute dernière remarque. Donc, bien sûr, ici, on a utilisé le fait on a supposé que l'interaction est elliptique au point de croisement pour utiliser la forme normale de Jostrand. Mais on peut ne pas supposer ça et on utilise une forme normale qui s'appelle la forme normale de Landau-Zener, qui aussi nous permet de réduire notre système, non pas une équation scalaire, mais plus facile. Donc, c'est des résultats qui ont été faits, par exemple, par Colin Desverdières. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Malouane, pour l'exposé que je trouve très intéressant. Donc, on passe aux questions. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Moulez. Je vous laisse la parole. Malouane, très bien. Bravo, c'est excellent. En fait, Samaha, certainement, je n'ai rien compris de cette discussion. Donc là, tu as fait une discussion sur V, P moins, PJ moins 0, enfin les variétés caractéristiques de tes opérateurs PJ. Oui. Mais tu oublies complètement tes opérateurs W. Oui. En fait, l'interaction W ici, dans le cas, en fait, elle joue un rôle important dans le cas transversal. C'est-à-dire quand on a un croisement transversal dans l'espace des phases, on voit très bien que le terme principal du splitting, il est gouverné par ça, en fait. C'est-à-dire que ici, voilà. Donc ici, par exemple, si on regarde le coefficient du splitting, D transversal, si l'interaction est nulle au point du croisement, donc, notre résultat, il va juste dire que le splitting, il est d'ordre H7 sur 4. C'est-à-dire que le résultat, il est vrai, bien sûr. Donc, on a un résultat, tu nous donnes juste une estimation grossière sur le splitting, mais on n'aura pas le coefficient, le terme principal. Dans le cas transversal, dans le cas tangentiel, pardon, maintenant,
ici. Donc, on voit très bien aussi que le terme principal, il est gouverné aussi en quelque sorte par l'interaction parce qu'on a R0 de 0. R0, c'est le coefficient principal de W. Hein. W, ici. De toute façon, pour simplifier, on peut supposer que W égale R0 de X. Hein, parce que l'autre terme, R1, il rentre presque pas. Donc, en fait, l'interaction joue un rôle important, mais ici, bien sûr, je répète que l'interaction, elle est petite. Il y a un terme d'ordre H devant W et devant W star. Ceci va faire en sorte que c'est les valeurs propres des opérateurs scalaires qui vont approximer les valeurs propres du système. L'interaction, elle va juste jouer un rôle dans les coefficients du splitting. D'accord. D'accord. Et dans le développement là, des valeurs propres, d'accord, donc le W intervient plutôt dans les termes d'ordre inférieur ou Oui, en fait, il intervient dans le terme principal, comme je viens de dire, du splitting, bien sûr ici. D'accord. C'est-à-dire que quand l'interaction elle est nulle au point de croisement, le coefficient du splitting, il est nul. D'accord. Ok. Oui. Sinon, j'ai aussi une question sur la décroissance, la condition de décroissance sur V. Si. VJ. Oui, alors oui. Ah, c'est une très bonne. Oui. Voilà, donc là, c'est des décroissances polynomiales à l'infini. Oui. Donc là, le nu0, c'est quelconque ou il existe il existe un nu0 positif tel qu'on a Vj prime carré plus Vj seconde. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la dérivée de Vj est intégrable. Hein, à l'infini. En fait, cette hypothèse, c'est une hypothèse technique. Pourquoi? Parce que, donc, bien sûr, on peut penser, c'est-à-dire que cette hypothèse, elle nous empêche, par exemple, de penser à l'oscillateur harmonique pour P1. Ah. Okay. En fait, c'est juste pour contrôler le comportement des solutions de l'équation scalaire. C'est-à-dire que ici, quand on construit des solutions pour les équations scalaires, PJ, P1 moins E et P2 moins E, on a besoin de cette hypothèse pour avoir des bonnes estimations sur les dérivées des équations scalaires. Et c'est ces dérivées-là qui vont nous donner des estimations sur le Wronskian. Mais c'est une hypothèse qui est purement technique. Hein. Juste, j'ai oublié quelque chose aussi d'important. Bien sûr, ici, pour Bohr-Sommerfeld, ici, Bohr-Sommerfeld, dans le cas de l'oscillateur harmonique, les valeurs propres de PJ sont exactement les solutions de ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en dimension 1, les valeurs propres de l'oscillateur harmonique, ce sont les solutions de ça. On peut calculer l'action. Donc, je crois que si je me rappelle bien, l'action pour l'oscillateur harmonique, c'est PE sur 2, je crois. Et si on résout l'équation, on obtient les 2K plus 1H, qui sont les valeurs propres de l'oscillateur harmonique, celui classique. D'accord. Oui. Selon juste sur le nu0, tu as c'est petit, c'est grand, tu peux le calculer d'une manière explicite. Le nu0 ou c'est compliqué. Pardon, la décroissance, enfin le taux de. En fait, le nu0 ici, il existe un nu0 tel qu'on a ce comportement à l'infini. C'est juste ça. On suppose qu'il existe un nu0 tel que. Oui. Non, mais c'est ce que j'ai compris. Mais est-ce que le nu0, tu peux le calculer? Est-ce que c'est 2, 3? Est-ce que c'est grand ou... Ça dépend de quoi le nu0? Ça dépend de rien. En fait, juste on suppose que. C'est une hypothèse. Hein, c'est qu'on suppose que V1. D'accord, donc nu0, c'est quelconque. Donc, on suppose qu'il existe un nu0 quelconque. Si c'est quelconque, bien sûr, c'est arbitraire. On suppose qu'il existe un nu0 positif tel qu'on a ça. Il est arbitraire, bien sûr. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Ok, très bien, bravo et bonne continuation. Merci. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? D'accord, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie encore une fois notre invité Manuel et je vous souhaite un bon après-midi. À la prochaine.